Bonjour David Cormand. Bonjour Frédéric Rivière. Le Conseil national de la transition écologique estime dans un avis qu'il vient d'adopter que la France doit se préparer à un réchauffement climatique allant jusqu'à plus 4 degrés en métropole d'ici à la fin du siècle. Faut-il comprendre que les objectifs internationaux de limitation à 1,5 degré du réchauffement climatique sont inatteignables ? C'est un sujet compliqué. Moi, quand j'ai commencé à militer comme écologiste, il y a 20-25 ans, on commençait à parler du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, et l'objectif, c'était de réduire, et uniquement de réduire ce changement climatique, parce que on le réchauffement, déjà, réduire le réchauffement. Réduire le réchauffement climatique, pardon, parce que on analysait bien que un monde à plus 2, plus 3 degrés serait un monde invivable. Et donc, l'essentiel de nos propositions, de notre discours, était de contenir ce réchauffement climatique. Hélas, aujourd'hui, 25 ans plus tard, nous n'en sommes plus là. C'est-à-dire que nous devons désormais nous battre dos au mur sur deux fronts. Non seulement continuer à contenir chaque 0,1 degré possible, et donc continuer tout ce qu'il est possible de faire pour limiter le choc, mais nous devons désormais aussi nous préparer au choc. Et ce choc, c'est celui-ci. Alors après, moi, ce qui me met en colère dans les... Et vous venez de dire, quand vous avez commencé à militer, on partait de l'idée que le monde serait invivable avec plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Maintenant, on dit, il faut s'y préparer. Donc, ça veut dire il sera viable, ce monde ? Ça veut dire se préparer à vivre dans un monde qui sera très différent de celui que nous connaissons et dans des conditions de vie qui seront... vraisemblablement moins agréable qu'aujourd'hui. Après, moi, je ne veux pas désespérer les gens, mais enfin, il suffit d'écouter les rapports du GIEC. Enfin, quand on parle d'écologie, c'est toujours compliqué, parce qu'à la fois, il faut dire la vérité, et en même temps, la vérité, ça veut dire quelque chose qui n'est pas réjouissant. Et quand vous dites quelque chose qui n'est pas réjouissant, ça ne donne pas tellement envie aux gens. Mais... Donc, il faut agir dos au mur sur ces deux fronts. Et je vous disais, ce qui me met en colère dans les propos du ministre, c'est que il y a... en l'occurrence, je ne vais pas citer le ministre. Mais alors, je vais vous dire, justement, le ministre, Christophe Béchu, préconisait précisément de se préparer à plus 4 degrés. Il l'avait dit plusieurs fois, en expliquant qu'il fallait sortir du déni, et en précisant, cela ne signifie pas que nous renonçons à des ambitions climatiques. Nous devons agir, disait-il, comme si tout dépendait de nous, mais nous devons nous adapter en mesurant que tout ne dépend pas de nous. Oui, sauf que, c'est ça qui me met en colère, sauf que ce gouvernement, et ceux qui l'ont précédé d'ailleurs, n'ont pas agi assez résolument pour limiter le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, on est obligé d'anticiper ces degrés, ces augmentations de degrés que nous allons subir, tout particulièrement en France, où nous avons un climat qui est particulièrement sensible au changement climatique, et nous faisons partie des régions du monde où ce changement climatique sera important. Et donc ça a des conséquences. Peut-être dire un mot de ce à quoi il faut... Oui, mais alors, d'un mot, parce que quand Christophe Béchu dit, le ministre de la Transition écologique, dit « tout ne dépend pas de nous », est-ce qu'on peut estimer justement ce qui dépend de nous ? En fait, c'est un raisonnement de toujours qui m'a posé problème, parce que quand on dit ça, parce qu'en fait, c'est l'argument de dire la France, ça représente que je sais pas quoi, 1% de la population mondiale. Donc en fait, si tout ne peut pas reposer sur... Mais le problème, c'est que si tout le monde se dit ça, personne ne fait rien. Et là où c'est pas tout à fait vrai, c'est que la France fait partie d'une entité économique et la plus puissante du monde, qui s'appelle l'Union européenne. Et quand nous préconisons ou pas un modèle de consommation et de production, ça a un impact pas seulement en Europe, ça a un impact partout dans le monde. Si nous disons dans l'Union européenne que notre modèle de consommation est plus sobre, ça a un impact dans des pays dont nous importons nos biens de consommation. Donc dire c'est pas que de notre faute, c'est le monde entier qui est concerné, bien sûr, mais faut pas que ça soit un alibi pour ne pas agir, parce que l'impact de la France en matière de changement les efforts de la France, ils ont valeur essentiellement d'exemple et comme force d'entraînement en quelque sorte. Mais ils ne produisent pas à l'échelle mondiale beaucoup de résultats. Si, on est 7 milliards sur Terre. Donc en fait, chaque personne peut agir qu'à un 7 milliardième. Enfin, les plus riches, beaucoup plus que ça, les pauvres, quasiment pas. Enfin, il y a un raisonnement. Donc en fait, si on entre dans le raisonnement sur l'écologie en disant oui, mais moi, ma responsabilité à moi, c'est toujours très peu par rapport à l'échelle mondiale. Donc en fait, c'est pas une bonne façon d'entrer dans le sujet. Et en plus, ce que je vous disais, c'est que oui, la France, via l'Union européenne, a une force prescriptrice sur le modèle de consommation et de production au niveau mondial. Et ensuite, quand on dit il faut se préparer au plus 4 degrés, j'ai envie de dire chiche. Mais alors justement, comment se prépare-t-on à ce scénario ? Alors, c'est qu'est-ce qui va changer à un monde à plus 4 degrés ? D'abord, il y a toute la question du trait de côte.
on va avoir un vrai sujet, c'est que le niveau des océans va augmenter, et donc il y a tout un tas de territoires qui sont en général en plus très habités, qui vont l'être moins. Donc comment on se prépare à ça? Deuxième élément, la question de l'agriculture et de l'alimentation. On a aujourd'hui un modèle agricole et alimentaire en France qui repose sur le climat qui est le nôtre, et notamment beaucoup de consommation d'eau. Or, que fait le gouvernement par rapport à cette question précise? Précisément ce qu'il ne faut pas faire. Avec le débat sur les méga-bassines, c'est l'idée de dire on va continuer le modèle agricole en stockant de l'eau autant qu'on peut, quand on pense qu'on peut en stocker, pour continuer le même modèle. Si on était conséquent sur qu'est-ce qu'on fait dans une France à plus 4 degrés, eh ben, on a un modèle agricole qui est complètement construit sur la consommation la plus sobre possible d'eau. Ça veut dire moins d'élevage intensif, ça veut dire plus d'agriculture maraîchère, ça veut dire changer les plantes qu'on fait pousser, etc. Troisième élément, sur comment on se déplace. Dans un monde à plus 4 degrés, tout ce qui est l'enjeu, j'étais ce week-end à l'est de Rouen pour militer contre une nouvelle autoroute, il faut arrêter d'investir dans des routes. Si on prépare un monde à pleine France à plus de 4 degrés, ça sera beaucoup moins de routes. En matière énergétique, c'est des productions d'énergie qui ne reposent pas sur des technologies qui sont très sensibles à l'augmentation de la température. Par exemple, éviter le carbone, éviter les fossiles, mais éviter aussi le nucléaire. Vous voyez qu'il y a toute une stratégie globale à envisager sur laquelle je ne suis pas sûr que ce gouvernement ait envie d'aller réellement. Alors, ce sont des sujets qui seront, en tout cas de votre côté, au cœur des élections européennes de l'année prochaine. Est-ce que vous serez la tête de liste des écologistes pour défendre ce combat? Je proposerai aux militantes et aux militants de pouvoir continuer mon travail de député européen. Je n'ai pas encore décidé si je souhaitais solliciter auprès d'eux le fait d'être tête de liste. Je le dirai dans quelques semaines. Pour l'instant, voilà, c'est toujours des décisions qui sont compliquées à prendre. Mais oui, je souhaite continuer à m'engager au niveau européen, puisque sur tout ce dont on vient de parler, c'est l'échelle européenne qui peut changer les choses. À l'échelle d'un seul pays, on ne peut pas agir à la juste mesure. Et c'est vraiment là que si nous voulons parler de souveraineté, si nous voulons parler de reprendre le contrôle sur ce dont dépend nos subsistances, il n'y a que le fédéralisme européen qui peut nous permettre d'agir, nous, en tant qu'Européens, en tant que Françaises ou Français. Si on veut agir sur le réel, c'est bien à cette échelle-là qu'il faut investir toute son énergie. Donc c'est ce que je continuerai à essayer de faire, et à convaincre aussi les Françaises et les Français que l'échelon européen est un échelon porteur d'espoir pour nos enfants, nos petits-enfants, et pour enfin réussir à changer le monde. Et le combat des écologistes doit-il s'inscrire dans cette union de la gauche qu'on appelle la NUPES ? Alors, si on parle de la France, je crois qu'il n'y a pas de perspective de victoire possible en dehors d'une coalition entre les écologistes, les forces de gauche, et au-delà d'ailleurs, puisque la NUPES, aux dernières élections législatives, a été une stratégie défensive indispensable pour pouvoir avoir un certain nombre de députés, mais ce n'a pas été une stratégie qui nous a permis de gagner. Et donc je pense qu'il faut aller au-delà de la NUPES, si la perspective est réellement une victoire en France en 2027. Et pour ma part, je crois qu'il y a une obligation de résultat en termes de coalition. Mais la question qui va se poser en 2027, et j'attire l'attention de nos amis de la NUPES, si nous sommes ensemble, ça ne va pas être de se qualifier au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2027. Nous y serons. La question, ça sera d'avoir une proposition politique qui puisse battre l'extrême droite en 2027. Et c'est là qu'il faut travailler à cet élargissement absolu de la famille politique que nous sommes. Merci David Cormand. Bonne journée.